droite, le grand entretien, Marie Falicon. On va parler de la France et de ses perspectives politiques. La France au national, bien sûr, avec le nouveau gouvernement Barnier, le retour de la droite à l'exercice du pouvoir, mais aussi du Vaucluse avec l'échéance des municipales qui se rapproche et la nouvelle édition des universités d'été d'Oser la France. Samedi dernier, Michel Barnier a annoncé son nouveau gouvernement, 7 LR parmi les ministres de plein exercice, notamment Bruno Retailleau, Annie Genevard, Patrick Hetzel et Rachida Dati. Mais aussi une majorité de personnalités issues de la gauche centriste, 7 Renaissance, 2 Modem, 1 PS, 1 Horizon et une Union centriste UDI. Alors, l'heure n'est-elle pas plutôt à la continuité ? Eh bien, on en parle avec notre invité. Bonjour, Julien Aubert. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Julien Aubert, vous êtes ancien député Les Républicains du Vaucluse. Vous êtes depuis 2017 aussi le président de Oser la France. Merci d'être avec nous ce matin sur Ligne Droite. Pour commencer, eh bien, l'ordre, ce sont les mots martelés par notre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Sa nomination, Julien Aubert, c'est une bonne nouvelle ? C'est une mauvaise nouvelle pour la droite, c'est une bonne nouvelle pour la France. Mauvaise nouvelle pour la droite parce que, à titre personnel, j'étais hostile à toute participation des Républicains à un gouvernement de coalition avec En Marche. Et on voit bien qu'il s'agit quand même d'une coalition, même si c'est une coalition où les gens n'ont pas envie justement de coopérer. Ça va être un peu compliqué au niveau de la solidarité gouvernementale. Une bonne nouvelle pour la France parce que il y a encore quelques mois, on s'imaginait se réveiller un matin avec un gouvernement casté et un ministre de l'Intérieur qui aurait pu être Raphaël Arnaud. Donc, je dirais que, compte tenu des problèmes qui se posent en matière de délinquance, de narcotrafic, de lutte contre l'immigration, je suis rassuré que quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui a les idées claires, soit à Beauvau. Alors, vous avez dit que c'était une mauvaise nouvelle pour la droite de coopérer. Pourquoi, quand on a la possibilité d'exercer le pouvoir, est-ce qu'il faut le refuser ? En tout cas, ceux qui ont accepté d'y aller ont pris leurs responsabilités parce qu'il fallait un gouvernement pour la France et parce qu'il fallait bien un État avec, je dirais, tout ce que ça comporte de défis à relever. Et nous sommes aujourd'hui effectivement dans une situation qui est très compliquée. Pourquoi est-ce que pour moi c'est une mauvaise nouvelle pour la droite ? Pour deux raisons. D'abord parce que ce gouvernement n'est pas un gouvernement. Un gouvernement, il a une majorité, il a une ligne politique. Ce gouvernement, en réalité, fait comme s'il était un gouvernement d'union nationale, mais n'est pas véritablement un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas non plus un gouvernement technique, et c'est un gouvernement qui abrite des visions politiques très différentes. Donc le risque, c'est qu'il y ait une forme de paralysie politique, c'est-à-dire qu'on puisse prendre des mesures au plan réglementaire, mais qu'on ne règle pas au fond les problèmes des Français. Et pour moi, je pense que le problème au fond, c'est le problème de la souveraineté. Nous avons perdu la maîtrise d'un certain nombre d'instruments migratoires ou sécuritaires. Et la première étape, ce serait effectivement de les récupérer. Et donc le risque, c'est que la droite soit comptable de cette non-action en disant finalement, vous avez gouverné, vous avez échoué, et que ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités en soient les grands bénéficiaires, nommément Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a une certaine complicité, on le comprend, enfin en tout cas une possibilité de complicité de la droite au pouvoir. Vous avez appelé, vous, à sortir Julien Aubert du macronisme, et on comprend bien que Michel Barnier nous replonge d'une certaine manière sensiblement en plein dedans, avec ses ministres issus de toutes les formations politiques et notamment majoritairement de la gauche. Ça, justement, c'est une déception pour vous ? En fait, il n'avait pas 50 000 possibilités. Oui. Mais disons que c'est un problème insoluble. Il fallait un gouvernement. Il n'y a pas de majorité avec un socle central. Il a essayé d'élargir le bloc central vers la gauche, puisque tout le monde s'interdit de proposer au Rassemblement national des places, et puisque de toute façon, personne ne voudrait cohabiter avec le Rassemblement national au gouvernement. Et donc la gauche, elle a refusé, donc il se retrouve quand même avec un gouvernement avec peu de figures de gauche, quoi qu'on en dise, en essayant, je vous dis, de recréer l'Union nationale. Mais ça n'est pas ça, l'Union nationale. L'Union nationale, c'est de dire, on arrête les jeux politiques parce que l'affaire est grave, et donc devant un danger imminent, nommément c'était la Première Guerre mondiale, dans ce cas-là, vous avez une forme de transcendance politique, et donc vous avez tout le monde qui est représenté au gouvernement. Et donc c'est un gouvernement où vous avez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Là, c'est un gouvernement d'union nationale.
Cette possibilité, elle n'est en réalité pas viable, puisqu'on n'imagine pas Jean-Luc Mélenchon voisiner avec Marine Le Pen. Donc, qu'est-ce qui restait ensuite? Il restait le gouvernement technique, qui finalement assumait le fait de ne pas faire de politique, mais ça n'est pas non plus la volonté des gens qui ont voté massivement aux élections législatives pour avoir un changement. Et donc, on leur donne finalement quelque chose qui est un peu hybride, qui est un gouvernement qui a une apparence de politique, mais avec des choix qui sont peut-être divergents, et qui de toute façon se heurtera au problème numéro un, qu'il n'y a pas de majorité politique à l'Assemblée nationale. Et sans faire de politique fiction, ça aurait pu être une bonne idée, selon vous, c'est ça, de nommer notamment Marine Le Pen ou Jordan Bardella, mais aussi Jean-Luc Mélenchon dans ce gouvernement Barnier, bien qu'ils auraient pu refuser? Moi, effectivement, j'aurais été le président de la République, j'aurais dit, écoutez, voilà les raisons qui poussent à suspendre momentanément les choses, parce que nous sommes peut-être à l'aube d'une grave crise financière, parce que nous avons des problèmes sur le narcotrafic, etc. Enfin, nous avons quelques problèmes majeurs. Est-ce que les forces politiques en présence seraient capables, sur un programme minimal de redressement du pays, de s'entendre? Malheureusement, je pense qu'il y a une forme de cécité, notamment sur la question du budget. Et un manque de courage politique, parce que personne ne veut assumer en réalité des décisions très lourdes que tout le monde a remis à plus tard et qui risquent de s'imposer à nous via les marchés financiers si la situation continue à se dégrader. Donc voilà, chacun a préféré esquiver la patate chaude. Elle est arrivée dans le camp de LR. Michel Barnier a pris ses responsabilités. Certaines personnalités de LR ont pris leurs responsabilités. Je pense que c'est courageux par rapport à, je dirais, leur trajectoire politique, la trajectoire politique qui suivra. Moi, ce qui m'inquiète, c'est évidemment la grande échéance, parce que le vrai problème, en fait, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est lui qui bloque le jeu aujourd'hui. Et d'ailleurs, une enquête d'opinion d'Odoxa vient de sortir. C'est un record absolu d'impopularité en 7 ans pour Emmanuel Macron. Eh bien, les 3/4 des Français, 75%, pensent qu'il est un mauvais président de la République. Alors, vous avez expliqué donc qu'il fallait sortir du macronisme. On constate que ce n'est évidemment pas le cas. Pire, peut-être, Michel Barnier a lui-même indiqué qu'il n'était pas en cohabitation avec Emmanuel Macron, mais qu'il s'agissait bien d'un accompagnement, ce sont ses mots, du président de la République et donc de sa politique. Pourtant, pendant 7 ans, les Républicains ont déclaré qu'ils étaient un parti d'opposition. Est-ce que le gouvernement Barnier n'est pas en train de faire un faux pas pour les Républicains ? En fait, oui, peut-être, mais nous sommes confrontés à un redoutable dilemme moral. Soit les Républicains restent fidèles à leur conviction, qui est que le macronisme est mauvais pour la société, et dans ce cas-là, refusent de participer à toute coalition politique. Soit nous assumons des responsabilités parce que le bateau risque de plonger dans les chutes du Niagara. Et parce que nous voulons éviter notamment un gouvernement du nouveau Front populaire, qui correspond d'ailleurs à une grande crainte pour la majeure partie de nos électeurs. Nous sommes confrontés à ces deux dilemmes, et donc à ce dilemme, et entre Carib et Scylla, eh bien LR se retrouve écartelé, et donc effectivement on risque de perdre sur les deux tableaux, mais je ne pense pas qu'on puisse totalement reprocher à Michel Barnier ou Bruno Retailleau d'avoir dit écoutez, il est hors de question que M. Mélenchon gouverne, nous allons quand même tenter, nous allons essayer de faire ce que nous pouvons. Un ami qui vient de disparaître récemment écrivait il y a quelques jours qu'il faudrait juger le gouvernement Barnier sur les faits. Je pense que c'est ça effectivement qu'il faudra faire, sur les résultats. Maintenant, il faut que les Français soient conscients que, premièrement, on ment quand même globalement sur ce qu'il faudrait faire pour restaurer la souveraineté juridique. Enfin, on n'en parle pas. On ment sur la responsabilité budgétaire, et que dans les faits, en absence de majorité, les marges de manœuvre sont de toute façon limitées. Donc, je ne m'attends pas, si vous voulez, au plan législatif, à de grandes ruptures. Voilà, et on verra, en tout cas dans les ministères pour lesquels nous avons notre responsabilité, si nous sommes quand même capables de mettre en œuvre nos convictions.
Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur ce dilemme moral, mais donc sur l'action, sur ce temps de l'action, justement, on va se pencher sur Bruno Retailleau qui a confié à nos confrères du Figaro: je ne suis pas là pour faire semblant, mais pour faire vraiment. Et effectivement, il y a du travail après le bilan de Gérald Darmanin. Tout juste nommé, justement, Bruno Retailleau a annoncé porter plainte contre le député insoumis et fiché S Raphaël Arnaud suite à un tweet anti-police qu'il a publié sur son compte X. C'est une première victoire, justement, vers le retour de l'autorité, le retour de la fermeté? Je pense que ça passe effectivement par ça, même si le ministre de l'Intérieur est attendu sur des problèmes je dirais, plus violents. Oui, plus concret. Je prends par exemple la ville d'Avignon, dont est issu Raphaël Arnaud. C'est une ville qui aujourd'hui, comme l'a montré le reportage de Vincent Lapierre, qui est ceinturée de points de deal. Et donc la question qui se pose, qui est très grave en réalité, c'est comment un État démocratique peut extirper le trafic de drogue qui est nourri par les classes aisées de ce pays et qui fait vivre un certain nombre de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs des quartiers difficiles, sans provoquer à la fois une rupture de l'ordre et sans provoquer un effondrement du pouvoir d'achat d'une partie de la population. Et comment est-ce qu'on le fait en limitant la violence? Ça, c'est une très lourde question et ce n'est qu'une des questions auxquelles le ministère de l'Intérieur est je dirais, confronté. Donc, oui, je pense que c'est bien de montrer par rapport à des gens comme Raphaël Arnaud qu'on ne laissera plus passer ceci, mais il faut aussi dépasser le stade de la communication pour vraiment se concentrer sur l'action. Oui, ça va bien plus loin, on l'a compris, que ce soit la lutte contre le narcotrafic. Justement, cette thématique, vous, de la sécurité, elle vous tient particulièrement à cœur et ce week-end a lieu votre université d'été Oser la France. Ce sera samedi à Avignon, justement, dans le nouveau fief de Raphaël Arnaud. Vous dédiez cette nouvelle édition au territoire perdu de la République. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût du programme, justement, qui attend les participants de cette université d'été Oser la France? Oui, alors l'université d'été qui est ouverte à tout le monde, hein. On peut adhérer, on peut prendre une place sur oserlafrance.fr. Il reste encore quelques places. J'invite nos auditeurs à s'y rendre. Prendre ce fil rouge. Ben oui, ce fil rouge des territoires perdus de la République, c'est-à-dire on commence par les zones de non-droit, avec, je dirais, alors il y aura le porte-parole d'Alliance, il y aura sans doute Montbrial, également le général de Richoul, Zorabitan. Vous voyez, on essaie aussi toujours d'être transpartisan dans la manière dont on aborde ces sujets. Après, nous aborderons les territoires ruraux et périphériques, ces fameux territoires oubliés, ces villes moyennes, ces villes délaissées, ces territoires sans service public, avec un maire de village qui est aussi le représentant d'Oser la France en Vaucluse, avec également des représentants du monde agricole. Je pense à la nouvelle députée européenne LR, Madame Imar, qui vient d'être élue, avec le sénateur Duplon. Et puis l'après-midi, on passera au ghetto communautaire, qu'on a voulu séparer des zones de non-droit, parce que c'est une dynamique qui lui est propre, où il y aura des gens comme Pupponi, qui a été maire de Sarcelles, comme Zorabitan, Céline Pina, mais aussi Karim Zeribi, qui lui est président du Conseil de la diaspora algérienne, donc qui a une vision évidemment très radicalement différente de ce que certains républicains peuvent défendre. Et puis nous terminerons avec les territoires d'outre-mer et je dirais outre-mer de manière générale, parce qu'il y a aussi la Corse qui n'est pas un territoire d'outre-mer, mais ces territoires qui sont tentés par la voie de l'autonomie et de l'indépendance. Voilà, ces territoires perdus de la République, avec des gens comme Jean-François Carinco, qui est ancien ministre des Outre-mer, avec M. Camardine, qui est ancien député de Mayotte, avec un député nationaliste, ancien député nationaliste, M. Akoliva, avec Benjamin Morel aussi, qui a écrit sur cette France des régions qui menace finalement de faire exploser le cadre républicain. Et cela va nourrir une réflexion sur pourquoi finalement la République tend à disparaître et la France avec. Et comment est-ce que ces deux impérieuses nécessités peuvent aujourd'hui être défendues? Et à Avignon, par exemple, quelles peuvent être les pistes justement pour rétablir la sécurité? Vous parliez de points de deal très nombreux notamment. Est-ce que c'est une des pistes parmi beaucoup d'autres? Alors, la question, c'est pas. Alors, les points de deal ne sont pas une piste, mais c'est un des problèmes. Moi, je pense que c'est un problème national. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir, à mon avis, une action beaucoup plus forte et radicale de l'État sur le sujet du narcotrafic. Je pense qu'il devrait y avoir
un ministre délégué à la lutte contre le narcotrafic rattaché au ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il devrait y avoir des unités ciblées sur le narcotrafic. Et je pense que si nous n'agissons pas de manière très coordonnée et simultanée, en touchant aussi d'ailleurs les consommateurs, dans quelques années, nous serons dans le cas de la Colombie, où il faudra l'appui de l'armée pour établir le calme. Et ça se passera de manière extrêmement violente. Voilà. Et là-dessus, sur le narcotrafic, justement, en plus, Étienne Blanc, sénateur LR, a fait un lourd travail, donc ça donnera des pistes, évidemment, aux élus, au ministère. Il sera aux universités d'été. Il sera chez vous. C'est magnifique. Il sera lui aussi à la table avec Michel Auboin, qui a fait le rapport sur le ancien préfet. Voilà, donc je n'ai pas cité tout le monde, mais... Donc il y a vraiment de nombreux experts de très beaux profils. Alors pour revenir à l'ordre, justement, pour l'ordre, évidemment, pas d'ordre sans justice, ça n'existerait pas. Or, on voit bien qu'on a un ministre de l'Intérieur de droite avec Bruno Retailleau, qui lui est pour ce retour de l'autorité, et puis en face, Didier Migaud, issu du PS, qui succède à Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. Ça va être compliqué de régler les questions effectivement d'immigration et de sécurité quand on a deux ministères qui peuvent peut-être sensiblement ne pas dialoguer. En tout cas, c'est ce qu'on a cru voir hier, cette passe d'armes entre Didier Migaud et Bruno Retailleau. Alors, moi je pense que ce n'était pas une passe d'armes. Didier Migaud, en réalité, a rappelé qu'effectivement la justice est indépendante et que le ministre de l'Intérieur ne peut pas réclamer des sanctions plus lourdes. En réalité, ce sont les juges qui les décident. En revanche, et puis ce sont deux personnalités que je connais qui sont connues pour leur sens du dialogue, donc je ne me fais pas de soucis. Je ne pense pas que le problème sera dans les acteurs. Le problème, il est aujourd'hui que si vous voulez prendre certaines mesures, vous allez vous heurter à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou à la jurisprudence européenne. Si vous souhaitez alourdir certaines peines, vous devez passer par je dirais, le plan législatif. Et effectivement, on se heurte aussi à l'indépendance de la justice que beaucoup ont voulu, et que la loi peut donner effectivement un éventail de peines, et ensuite, c'est décidé souverainement par des gens qui ne sont pas responsables. Et c'est en tout cas responsables de rien. C'est-à-dire que une fois que vous avez parfois une décision de justice qui va permettre à quelqu'un de rester libre avec un bracelet électronique au lieu d'être mis en prison et que celui-ci commet, je dirais, un nouvel acte criminel, vous n'avez pas forcément de réflexion sur, je dirais, ces défaillances. Donc il y a une question de l'organisation de la justice. Et je pense, si vous voulez, que ces questions, à la fois de droit, d'organisation juridique, sont bien trop vastes pour être traitées par un gouvernement dont le socle politique est aussi faible. Et la légitimité démocratique est aussi faible. Parce que pour les Français qui voulaient soit le nouveau Front populaire, qui voulaient sortir du macronisme, soit par le Rassemblement national, soit par le nouveau Front populaire, ça restera un gouvernement en partie macroniste. Et on se demande évidemment combien de temps d'ailleurs peut tenir ce gouvernement. Au sujet de cette légitimité, je reprends les mots de Henri Guénaud, ancien conseiller présidentiel de Nicolas Sarkozy. Il a dit « C'est la première fois dans l'histoire de notre République qu'un gouvernement n'a aucune légitimité démocratique ». Ça rejoint exactement ce que vous venez de dire. Tout à l'heure, vous parliez de ce dilemme moral. Face à ce dilemme moral, l'un de vos anciens collègues a choisi, évidemment je pense à Éric Ciotti, il a quitté la présidence des Républicains, Guillaume Carillon aussi, pour clarifier entre d'un côté l'union des droites et d'un autre côté la dilution dans le macronisme. Ce sont ces mots. Est-ce que c'est un choix courageux pour vous ce qu'il a fait Éric Ciotti ? C'est un choix, c'est pas un choix en réalité. C'est-à-dire qu'il n'avait plus beaucoup d'options à partir du moment où il était président en exercice d'un parti où personne n'avait voulu le suivre. Et donc, il a, à mon avis, saisi la balle au bond, je dirais, de cette participation au gouvernement, qui ne me fait pas plaisir, mais dont je vous ai expliqué qu'elle pouvait quand même se justifier par la gravité de la situation et par le fait qu'à un moment donné, on voulait éviter de gauche. Bon. Donc, il n'avait pas d'autre choix, il le fait. Ce qui est gênant, c'est qu'en réalité, on fait comme s'il n'y avait que deux options sur la table. Se fondre dans le macronisme ou se faire satelliser par le Rassemblement national. C'est un manque singulier d'ambition. Et c'est pour ça que moi, en tant que président de la France, je ferai des propositions samedi prochain. Je pense qu'en réfléchissant sur ce que nous sommes, en se demandant, parce qu'il faudrait toujours se poser la question, est-ce que nous sommes identiques à ceux auxquels nous voulons nous satelliser ?
Moi, c'est plus facile je dirais, le macronisme, parce que c'est le dépassement de la nation, il y a plein de choses, si vous voulez, sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mm. Mais avec le Rassemblement national, je ne suis pas non plus tout à fait sûr, si vous voulez, que son programme économique Mm. procède de la même réflexion que la mienne. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'ils en aient un très stable. Voilà, donc, et puis, moi, il y a quelque chose qui m'a inquiété, c'est que à un moment donné, le RN était assez souverainiste, et j'ai remarqué qu'à l'approche des élections, ils avaient commencé à mettre beaucoup d'eau dans leur vin Mm. pour, je dirais, se plier, passer sous les fourches codines du parisianisme. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une rupture radicale. Et pourquoi est-ce que cette rupture radicale, elle ne serait pas proposée justement par des gens qui ne se reconnaissent peut-être pas vraiment dans le clivage droite-gauche, c'est mon cas, qui se disent gaullistes et qui pensent qu'on doit renverser la table pour restaurer les outils qui nous permettront à nouveau de faire de la politique, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de politique, on vit d'expédients technocratiques, d'expédients techniques et de communication. Donc ce qui vous gêne, vous, avec l'UDR, l'Union des droites pour la République, créée par Éric Ciotti, ce mouvement, c'est effectivement l'idée d'une absorption par le Rassemblement national. Bon, alors on sait qu'ils auront une indépendance, je précise pour nos auditeurs, hein, notamment sur la niche parlementaire, avec l'abrogation de la réforme des retraites, ils n'auront pas une obligation de vote avec le Rassemblement national. Mais le fait que Éric Ciotti mette de côté toute, on peut dire, velléité présidentielle, tout égo, pour se ranger du côté d'un candidat unique avec Marine Le Pen, ça, avec Oser la France, ce n'est pas une alternative souhaitable. Non, disons que je pointerai d'abord qu'en réalité, sur le fond, Éric Ciotti et le RN ne pensent pas du tout pareil. À la limite, j'ai peut-être plus de points communs. Moi, j'étais contre le pass sanitaire, j'étais contre la réforme des retraites. Éric Ciotti était pour le pass sanitaire et pour la réforme des retraites. Donc, du coup, si vous voulez, je pense que la cohabitation entre ces deux forces n'est en soi pas aussi évidente qu'il n'y paraît. On peut avoir des points de convergence totale sur la lutte contre l'immigration ou la sécurité, mais ça ne fait pas un programme pour la France. Deuxièmement, l'objet social de l'UDR, c'est d'unir les droites. Sauf qu'en réalité, ça fonctionne plutôt comme un sas. C'est-à-dire que c'est pas Éric Ciotti qui unit d'un côté Marine Le Pen et de l'autre côté les LR. On voit bien que les LR n'ont pas beaucoup suivi et Marine Le Pen n'a pas besoin en réalité d'Éric Ciotti, je dirais, pour unir quoi que ce soit. Elle peut absorber par elle-même. Donc en fait, ça revient, de mon point de vue, à dire le meilleur candidat pour, je dirais, remettre d'aplomb ce pays, c'est Marine Le Pen. Or, je constate qu'aux dernières élections présidentielles, ça ne s'est pas bien passé. Et je constate qu'ils sont arrivés aux élections législatives avec un programme qui était un peu décousu. Donc, je ne suis pas certain, si vous voulez, aujourd'hui, qu'ils aient la solution miracle qu'on nous propose. En revanche, je reconnais que bon nombre de nos électeurs sont partis au RN et par colère, je dirais, par rapport aux faiblesses et aux trahisons qui ont été celles de la droite depuis de nombreuses années. Mais enfin, Éric Guénaud, que vous citiez tout à l'heure, vous expliquerez qu'en réalité, au RN, vous avez aussi beaucoup de communistes et que donc, droite, oui, les souverainistes de gauche, effectivement, sont rentrés. Et attendez, les souverainistes de gauche, c'est encore autre chose. Mais vous savez, les anciens communistes, je ne pense pas qu'ils aient la même sociologie que l'électorat des Alpes-Maritimes d'Éric Ciotti. Oui, vu comme ça. Alors, on va parler évidemment des municipales après, mais avant, une échéance un peu plus lointaine, justement, puisqu'on en parle actuellement. Pour la droite, il faudrait un candidat, il y aurait un candidat naturel pour vous, pour la droite, en 2027 ? Alors, la question du candidat naturel, en fait, elle m'importe peu. La question, c'est est-ce que nous avons un projet indépendant ? Oui. Si nous n'avons pas de projet indépendant, ça ne sert à rien d'avoir un candidat. Si c'est juste pour être une différence de nature ou de degré par rapport à l'un ou l'autre. Après, il y a Laurent Wauquiez qui se positionne. Maintenant, je ne connais pas quel est son projet aujourd'hui. Et il a beaucoup de mal, d'ailleurs, à slalomer entre les forces gravitationnelles. Mais la politique, je dirais, vous pousse finalement à être satellisé. La seule manière d'y résister, c'est d'avoir une vision pour le pays. Et donc, s'il a cette vision pour le pays, il sera le candidat naturel. Et vous, justement, c'est votre vocation avec Oser la France. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs vraiment l'objet, la mission de ce grand mouvement ? Est-ce que c'est justement de trouver un candidat qui corresponde à vos idées sans fléchir, sans se compromettre ? Oser la France, c'est un parti que j'ai créé en 2017
avec des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui sont passés par le RN, des gens qui sont passés par Debout la France, avec je dirais, une cohérence idéologique. Hein. Nous croyons qu'il faut d'abord rétablir la souveraineté, avoir un État capable d'intervenir pour, je dirais, se battre dans la mondialisation, pour se battre pour la dignité de l'homme, et puis enfin, être capable d'envisager une solidarité humaine sans pour autant tomber dans l'assistanat. Bon, c'est un peu les grands piliers qu'on pourrait appeler aujourd'hui les héritiers de Pasqua et de Séguin. Oui. Et par rapport à cela, plutôt que de mettre en avant, je dirais, un candidat, moi je n'ai jamais été candidat à l'élection présidentielle, j'ai choisi de mettre d'abord les idées et de trouver celui ou celle qui serait le mieux placé pour les porter. Voilà. Et alors, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et alors justement, au niveau de cette réflexion, de ces idées, vous avez lancé ce week-end Avignon Passion. L'idée est de préparer le terrain pour les municipales qui arrivent à grands pas, d'ailleurs, dans déjà 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce laboratoire d'idées Avignon Passion? Ça consiste en quoi? Avignon Passion, j'ai constaté en fait, moi qui habite Avignon, mais qui n'était pas élu d'Avignon, qu'il n'y avait plus d'alternative à Madame le maire, qu'elle était très critiquée, mais qu'il n'y avait personne pour porter une alternative, à part, je dirais, maintenant Raphaël Arnaud, et puis même le RN s'est quelque peu cassé les dents sur le phénomène du nouveau Front populaire. Et donc, moi, j'ai souhaité, plutôt que de parler de liste de candidats, dire, écoutez, on va lancer un laboratoire d'idées pour essayer d'écouter les gens, de voir s'il n'y a pas des gens qui seraient intéressés pour bâtir une alternative, et de proposer en fait un programme, et ensuite on verra si ça peut déboucher sur une alternative politique. Donc pour l'instant, ce sont vraiment à la fois des élus de terrain, le grand public, mais pas forcément de partis d'étiquettes précises. Ah non, justement, on refuse. Moi, je n'y suis pas à titre de vice-président de LR. Oui. Et en fait, là, je dis aux gens, vous laissez votre appartenance partisane au vestiaire. Voilà. On s'en contrefiche. Honnêtement, pour parler des bacs à fleurs de la rue de la République, ou savoir si le plan de circulation du plan Faubourg doit tourner à gauche dans la rue Saint-Ruf ou à droite, ou dans Saint-Ruf ou à droite, on n'a pas besoin, si vous voulez, de savoir si vous êtes... On a à peu près de tout. Voilà. Vraiment, en grand écart. Mais justement, je crois qu'il faut, si on veut aboutir à une alternative, il faut laisser tout ça au vestiaire, le temps, en tout cas, de la réflexion sur le programme. Après, vous faites des choix politiques. Et là, vous pouvez effectivement avoir quelque chose de plus marqué. Alors justement, au niveau des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées, alors là, évidemment, je vais parler de quelqu'un qui est dans une étiquette politique, hein, mais tout de même, est-ce que vous avez pu les approcher? Je pense évidemment donc à Catherine Jaouen, c'était la députée sortante d'Avignon, hein, qui a été remplacée par Raphaël Arnaud, mais aussi à Thierry Desgremont, secrétaire départemental du RN. Ils vous ont tendu la main la semaine dernière, ils ont fait une conférence de presse, c'était le 19 septembre, vous l'avez sûrement suivi, et ils ont dit, je les cite, « Sans nous, rien ne peut se faire à Avignon, nous avons une pensée commune avec Julien Aubert ». Ça, c'est un premier pas vers une alternative pour sortir justement de la gauche. La mairie d'Avignon aujourd'hui est acquise à la gauche depuis 2014. Est-ce qu'on peut en sortir notamment grâce à cette main tendue? Alors, il y a d'abord deux choses. Premièrement, il y a une inexactitude de fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça et le lendemain, ils ont fait un communiqué au vitriol pour dire qu'ils ne me soutiendraient jamais et que j'étais, en gros, le valet du macronisme. Ah. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai aucun contact avec eux. Okay. Mais voilà, il n'y a eu aucun contact d'ailleurs entre les deux, donc je n'y suis absolument pour rien. Donc, je ne sais pas exactement, si vous voulez, leur position ou si vous pouvez la caractériser de manière aussi claire. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas fondé un laboratoire des droites. Et je n'ai pas fondé un laboratoire partisan. Parce que je pense que les questions de parti, finalement, encombrent inutilement la réflexion, puisque, quelque part, lorsque vous introduisez la notion de parti politique, la ville devient un enjeu national ou symbolique. Et moi, je ne pense pas qu'il faille faire d'Avignon un enjeu national ou symbolique. Je ne suis pas une souris de laboratoire. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que j'ai des animosités avec les uns ou les autres. C'est simplement que je dis ma méthode est différente. Vous dites il faut faire un projet partisan entre LR, Union des droites et je ne sais quoi. Moi, je dis je refuse de me mêler de partis. Je prends des hommes et des femmes et je regarde si on ne peut pas faire un programme en commun. Et on met d'abord les idées avant de parler des hommes et encore moins les appareils politiques. Donc avec toutes les personnes de bonne volonté. Oui, voilà. Et du coup,
cette méthode fonctionne parce que on avait des gens, et parfois je ne connais même pas leur étiquette politique. Et je suis certain que sur 90% des projets, il y aura très peu, à mon avis, de signes qui pourraient m'indiquer une orientation. Ça a d'ailleurs longtemps été le cas à Avignon. Hein. Il y a 25 ans, la majorité municipale d'Avignon, vous aviez un maire de gauche, un premier adjoint de droite, et ça fonctionnait pas si mal. Hein. On arrive à la fin de cet entretien. Une dernière question, il nous reste quelques secondes. Je voulais juste vous demander, donc, si vous briguez un mandat à la mairie d'Avignon en 2026, ce serait donc sans étiquette potentiellement? Et aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Ça, c'est une troisième chose. C'est une hypothèse. Pour moi, j'ai expliqué que je souhaitais... Non, parce que je souhaitais structurer ce laboratoire, mais en aucun cas me mettre en avant. D'ailleurs, moi, je ne voulais pas être président du laboratoire. Il se trouve que comme je suis plus connu que les autres, on me pose des questions, mais ils sont tout autant propriétaires de l'idée que moi. Et j'ai pas alors on m'a mis président, voilà, pour le risque et leur péril, mais j'aurais au moins tenté de faire en sorte que c'est une question de dynamique, de rencontre, d'appétence, à la fois des Avignonnais pour les candidats et des candidats pour Avignon. Il faudra nous partager c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Il faudra nous partager au fil de cette année à venir toutes les réflexions que vous aurez à Avignon. En tout cas, on continuera de suivre ça avec vous. Merci encore Julien Aubert d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évidemment ancien député du Vaucluse, vous êtes vice-président des Républicains, donc toujours, et vous êtes depuis 2017 le président d'Oser la France. Merci encore pour cet entretien.